Paris FM. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Vôtre, votre émission politique mensuelle, une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Goscinny et Houdinet, avec pour ambition de permettre à la jeune génération de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent directement et de leur permettre d'acquérir une compréhension plus approfondie, on l'espère, en tout cas de la politique et de la manière dont elle affecte leur vie quotidienne. Pour la dernière de l'année, je suis accompagné d'une nouvelle. On va commencer par Eva. Eva, comment ça va ? Ça va et toi ? Enfin, nouvelle ancienne pour le coup. C'est ce que j'allais dire. Les auditrices, auditeurs de Mon Paris FM te connaissent déjà. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui sont arrivés à l'antenne depuis peu ? Du coup, je m'appelle Eva, j'ai 20 ans, je vis dans le quartier depuis ma naissance et je suis très contente de retourner à la radio pour cette dernière. Bon, on est très content de t'accueillir. Eva qui aura les résultats du bac demain, c'est ça, on croise les doigts pour toi. C'est exact. Et on espère que tu l'auras. Merci. À côté d'Eva, Malik dit. Comment ça va Malik ? Bien, ça va super bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et puis bonjour à notre invité. Bonjour, invité qu'on n'annonce pas tout de suite. Hein. J'ai dit à notre invité. On va le teaser. on va le teaser. Comment ça va Malik ? Bah écoute, ça va super bien. Content d'être là pour la dernière justement de Politiquement Vôtre. En face de Malik, j'allais dire, mais non, en face de Malik, c'est l'invité. Mais à côté de l'invité, il y a Luca. Comment ça va Luca ? Bonsoir, bah écoutez, très bien. Et vous l'équipe, toujours. Ça va, t'as passé une belle semaine, tout Oui, va bien, ouais. t'as passé une belle semaine, elle commence. Hein. On a fait de notre mieux, elle est passée très vite cette semaine, paradoxalement, franchement très bien. Luca qui va être remplacé par Oui. Idriss un peu plus tard. Aujourd'hui, pour la dernière de la saison, hein, comme Malik l'a un peu teasé, nous recevons un invité spécial avec qui nous reviendrons sur le métier de policier. La mort du jeune Naël, cet automobiliste de 17 ans abattu par un policier ayant fait usage de son arme à Nanterre, et les violences qui ont gangréné notre pays ces derniers jours. Politiquement Vôtre, saison 2, épisode final. Il est né le 3 septembre 1978 à Ivry-sur-Seine. Il a grandi au Mali avant de revenir en France à l'âge de 15 ans pour terminer ses études. Aîné d'une fratrie de 7 enfants, il s'engage à 17 ans et demi après son baccalauréat professionnel dans la Marine nationale de 97 à 99 sur le patrouilleur L'Audacieuse basé à l'Arsenal de Cherbourg. À l'issue de son contrat en 99, il intègre les rangs de la police nationale. À 21 ans, il est affecté pour son premier poste en tant que gardien de la paix au sein du service de la police de sécurité publique dans le 11e arrondissement de Paris. Il est en poste pendant 2 ans à la brigade anticriminalité puis à la brigade des stupes au 36 quai des Orfèvres durant 6 ans. Il rejoint ensuite le service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Non syndiqué, il intervient dans les médias pour s'exprimer sur les difficultés de son métier et milite pour une restauration de la relation police-société civile. Il déplore une haine anti-flic. En janvier 2022, il sort le livre « Policier, enfant de la République », livre dans lequel il témoigne de son métier. Actuellement policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur, Abdoulaye Kanté est notre invité. Comment ça va Abdoulaye Kanté ? Bonjour, merci de l'invitation. Je vous en prie, merci à vous d'avoir accepté, surtout en en cette période. Je pose la question parce que je vois qu'on est en famille et tout ça, etc. Donc si ça vous dérange qu'on se tutoie. Pas du tout, moi ça me dérange pas. Je demande, parce Ça que m'arrange. quand on dit les policiers peuvent pas tutoyer, des fois le tutoiement peut être aussi une forme de respect, donc à partir du moment que c'est dit d'une autre manière. On va tutoyer, mais on va poser les vraies questions, cela dit. Ah bah ça, Mais- y a pas de souci, je suis là pour ça. Juste avant que Malik pose les vraies questions, on va se faire juste une discussion entre toi et moi, si ça te dérange pas. Je voudrais revenir un peu sur ta carrière, ton enfance, etc. Et tout d'abord, elle ressemble à quoi, l'enfance d'Abdoulaye Kanté ? Écoute, j'ai eu une enfance, on va dire, j'ai eu une enfance... je ne vais pas dire que j'ai eu une enfance difficile, hein, je vais être honnête. J'ai eu des parents qui m'ont chéri, qui m'ont aimé, qui m'ont surtout bien, on va dire, éduqué. Et avec une fratrie, donc originaire du Mali. À mes 2 ans, mes parents ont eu une opportunité au Mali, donc ils sont rentrés. Donc j'ai fait une bonne partie de mon adolescence là-bas. Et donc évidemment, je me suis bien imprégné, on va dire, de la culture africaine, et qui, pour moi, est très très importante parce que tous les ans j'y vais. Et bon, j'ai 2 enfants, et pour moi, il est très important aussi de quand même d'aller se ressourcer, comme on dit. Et le retour, j'ai pas fait de grosses études, hein, donc j'ai pris la filière professionnelle, donc un bac pro, parce que je faisais partie de l'ancienne génération. On se dit, peut-être à ton bac, écoute, tu vas travailler, voilà. Donc je ne me voyais pas faire maths sup ou les trucs comme ça, donc j'ai eu mon bac, et ensuite après, je suis parti dans l'armée. Après cette expérience de l'armée, j'ai passé le concours de la police, donc 1 an d'école, et après tout ce que tu viens de citer dans la présentation. Et voilà, donc on va dire que j'ai un parcours, on va dire,
je vais à la classique. Après, je venais des quartiers aussi, notamment populaires. J'ai vécu dans le 93, donc du côté d'Aulnay-sous-Bois. Ensuite, après, donc, j'ai vécu chez ma tante du côté de Cergy. Donc voilà, tu connais les ambiances. Voilà, on est à 5 dans la chambre et tous les ambiances lits superposés et tout ça. Donc une maman seule qui élève voilà, plusieurs gamins. Donc tu vois, les courses à Lidl. Enfin, à l'époque, c'était ED. Voilà, et donc oui, j'ai connu un petit peu ces moments difficiles. Je crois plus des moments difficiles, mais après, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que je dois beaucoup aussi, pareil, à cette tante qui aujourd'hui j'ai envie de lui rendre hommage parce qu'elle est gravement malade. Et c'est elle qui m'a appris cette rigueur, ce respect et aussi cette hargne en fait de croire en soi quoi qu'il arrive. Pourquoi tu décides d'intégrer la police nationale? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu dans la continuité parce que quand j'ai intégré l'armée, dès que j'ai terminé mon contrat, tu vois, je ne me voyais pas faire vendeur ou quelque chose comme ça. Tu vois, pour moi, je me suis dit, ce que je sais faire, c'est porter l'uniforme. Et quand j'ai terminé, donc tu vois, j'ai un oncle à moi qui m'a dit bon voilà, toi, tu sais, ce fameux oncle qui vient dans les familles africaines, celui à qui t'as rien demandé mais qui va te décider pour toi. Mais voilà, je lui dois énormément aussi parce qu'il m'a dit bah, écoute, toi, voilà, on te voit bien dans la police. Et donc je lui dis tiens, moi je suis quelqu'un de défi, donc je lui dis ok, j'ai passé le concours, donc je l'ai eu et ensuite après donc je me suis laissé porter. Mais surtout le fait d'avoir intégré la police, pour moi c'était me dire que j'avais envie d'être utile aux autres, quoi, parce que moi quand j'ai été habitué à toujours être très très généreux, mais aussi être présent pour les gens qui ont des problèmes, quoi. Donc si je pouvais aider, et même si rien ne recevoir en retour, je m'en fous, au moins j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, quoi. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un flic noir, autant dans la police que vu par les autres? Alors il y a beaucoup de choses, hein. Tu sais, pour moi, je le dis toujours, je crie toujours haut et fort que c'est une fierté d'être policier. Après, quand on parle de la couleur et tout, donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu es obligé, on va dire, de le mentionner, mais c'est vrai que si on pouvait s'en passer, ce serait pas mal, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être vu comme policier noir, quand j'ai envie d'être juste vu contre un policier, tout simplement. Et je pense que ça, c'est l'erreur aussi qu'on distille souvent, à dire que, bah, écoute, on va te voir en raison de ta couleur de peau. Mais bon, j'ai envie de dire que la couleur de peau n'est pas une fonction, et c'est pas non plus quelque chose qui doit te permettre de faire ce que tu as à faire. Et après aussi, policier noir aussi, c'est ça double tranchant, parce qu'effectivement, que ça soit dans l'institution, tu peux être vu à l'époque, parce qu'avant que ça change, il y a dire plus de 20 ans, il y avait encore toujours ces stigmates où quand tu vois qu'il y a un policier qui est noir et qui ne ressemblait pas entre guillemets à ce qu'on a l'habitude de voir dans les commissariats, c'est vrai que oui, il y avait une forme de racisme et tout. Ça a évolué. Et de l'autre côté, tu peux aussi être victime aussi de personnes qui te voient, tu portes l'uniforme, donc du coup, avec toujours cette espèce de relent, te dire que tu rejettes non seulement l'État pour X ou Y raison, mais en plus, tu fais partie des nôtres, et donc tu es assujetti comme un traître, etc. Mais je pense qu'effectivement, il faut essayer de dépasser cela, parce qu'on a la chance, effectivement, que les choses ont évolué, même si certains pensent que ça met du temps. Mais on va dire, ça fait 24 ans maintenant que je suis dans la police, et j'ai vu une certaine évolution, et parce qu'il fallait forcer aussi à cette évolution. Tu as récemment écrit un livre, ouais. Policier enfant de la République, disponible aux éditions Fayard. Dans ce livre, tu commences par la description de ta journée du 13 novembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée ? 13 novembre 2015, un attentat du Stade de France. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, si tu veux, c'est une date qui pour moi est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je pense que ça a marqué beaucoup de Français, hein. Je pense que toutes les personnes savaient ce qu'ils faisaient ce jour-là. Bon, moi, c'était simple, hein. Je suis fan de foot et tout, donc fin de journée, je suis d'astreinte. J'arrive chez moi, donc voilà, je me pose sur mon canapé et tout, donc je commence à voir le match, etc. Et là, effectivement, j'entends une détonation. Alors, tu sais, dans les stades de foot, il y a toujours, tu sais, des fois, c'est ce qu'on appelle ces bombes artisanales, ou agricoles, je sais plus, où on entend une détonation. Donc, mais là, il y avait une deuxième en même temps. Là, c'était bizarre. Et là, je vois mon téléphone qui sonne, appel privé, et tout de suite, je comprends. Et derrière, je vois sur les chaînes d'infos qu'il y a des explosions, que ça tire de partout. Donc, je commence à m'équiper rapidement. Et donc, avant, j'ai quitté Cergy. Donc, je pense que j'ai mis Cergy à Bobigny parce que j'étais basé à Bobigny. Je pense que je l'ai fait, même pas en 20 minutes, quoi. Donc, quand on est arrivé sur place, au service, donc le temps que notre chef nous donne les instructions pour aller sur place, comment dire, il n'y a pas de mots. En fait, tu es là comme ça, tu entends à la radio que ça crie, donc ça tire, urgent,
Donc voilà quoi. Donc nous on arrive au Stade de France. Moi j'étais pas au Bataclan parce qu'on restait quand même branchés parce que si tu veux on avait des copains. Moi j'ai des copains qui sont morts là-bas et voilà. Et nous on arrive sur place donc effectivement moi je me suis occupé donc de faire les constatations avec d'autres collègues donc notamment le deuxième djihadiste qui s'est explosé en plein milieu du terre-plein, celui qui s'est fait repousser par le stadier. Il restait que des bouts de chair et tout ça, un tronc. Et le troisième djihadiste qui, lui, où il restait pas grand-chose, il s'est explosé vers le McDo à côté de la sortie de la 86, où voilà, il avait blessé des supporters qui étaient là, et qui étaient, on va dire, criblés de plomb. Donc ouais, c'était quelque chose de compliqué. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette scène, c'était ce fameux monsieur, il est même passé à la télé, où il disait qu'il était sauvé par son téléphone. Et donc il a reçu comment dire, un plomb au moment où il appelait pour ses potes parce qu'il était arrivé en retard au stade. Et donc du coup, il avait reçu comment dire, un plomb dans l'oreille et ça lui a sauvé la vie. Donc tout ça pour dire que oui, c'était un moment qui était... hyper tendu, très difficile, mais pour autant, voilà, notre but c'était de rechercher ces individus et après dans le nom du livre et tout, donc voilà, on y arrive. Autre moment difficile, il y a le suicide de la jeune policière Maggie Biskupsi, de qui tu étais proche. En quoi cela a changé ton quotidien d'homme et de policier? Alors ce qu'il y a, c'est que si tu veux, Maggie, je la connaissais parce que c'est un peu elle qui m'a un peu, on va dire, donné la voie, donné l'envie de pouvoir défendre ce métier en dehors du carcan syndical, parce qu'effectivement, tu sais que dans la police, il y a beaucoup de syndicats, et les personnes n'ont pas le droit de parler en dehors des syndicats. Et si tu veux, elle était en dehors des syndicats, et nous, on avait, c'était à l'époque du mouvement des policiers en colère, qui était un mouvement non politisé, non syndical, et en fait, voilà, c'était juste pour dénoncer voilà, les quotidiens du policier, notamment ce qui s'était passé à Viry-Châtillon, où nos collègues ont été cramés juste à la surveillance d'une caméra. Et là, après, ce qui s'en est suivi, c'est que bon, après, j'ai envie de te dire que son combat l'a tué. Parce que c'est vrai qu'il y avait une telle pression où voilà, on sait que le quotidien du policier, en fait, la police, c'est quoi? C'est les appels 17, c'est 9 millions d'interventions par an, 9000 interventions par jour et une intervention toutes les 10 secondes. Donc ça montre aussi qu'il y a vraiment une sursollicitation du métier de policier. Et c'est vrai que, je prends l'exemple, quand vous voyez... par exemple des corps déchiquetés ou bien une femme qui a été battue ou par exemple des bagarres, etc. On pense que oui, effectivement, on est formé, mais après, il faut savoir qu'en dessous de l'uniforme, on est des êtres humains et que quand vous rentrez chez vous et qu'avec tout ce que vous avez emmagasiné, c'est-à-dire qu'on est les éponges de la société, c'est que vous avez vu des choses que la société ne veut pas voir et que vous rentrez et que forcément, vous n'avez pas la personne ou peut-être l'entourage pour essayer de vider cela. Après, ça peut vous permettre de commettre l'irréparable. Et aussi, très rapidement... quand vous n'êtes pas bien et que vous êtes au service, c'est vrai qu'il n'y a pas de place, entre guillemets, pour les personnes qui sont, je n'ai pas dit faibles, mais on a du mal avec cela parce que quand vous êtes sollicité et qu'il faut qu'on puisse compter sur le collègue, parce que s'il n'est pas bien, ben forcément, après, on le met de côté et forcément, voilà, c'est tout un enchaînement qui est pas bon. Si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tes prises de position font de toi une cible de choix sur les réseaux sociaux. Je cite, regardez ce fils de le bon nègre de maison, ou encore c'est un vendu qui a fini par oublier d'où il vient, ou encore va te pendre, Abdoulaye. Comment toi tu vis tout ça au quotidien? Après, j'ai envie de te dire que j'ai la tête sur les épaules, donc je suis bien éduqué, j'ai une force mentale qui me permet de pouvoir gérer certaines choses, même si, je t'avoue, oui, et là encore, c'était soft, ce que tu as dit. Donc voilà, là, récemment... Il y a des dizaines, des milliers même d'insultes comme ça. Des centaines, et pas que les insultes, parce qu'il y a aussi les menaces de mort aussi. Donc je suis une cible où, voilà, j'ai ma famille qui a été menacée, mes enfants, donc voilà, on envie de s'en prendre à ma famille et tout. Donc ça oui, je prends ça au sérieux parce qu'il y a des choses qui quand même... voilà, sont inacceptables. On peut ne pas être d'accord avec moi ou en plus mais me reprocher d'être noir et policier, je trouve ça quand même, tu vois, abject. Et le problème, c'est que c'est mon engagement qui dérange, mais après ça, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais le truc qu'il y a, c'est que tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, tu touches pas à ma famille. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Le jour de la mort de Naël, tu as tweeté: il faut s'arrêter lorsque la police le demande. Tous les jours, il y a des refus d'obtempérer, mais vous restez aveugle sur ces fléaux en incriminant les policiers qui ne font que leur travail. C'est d'ailleurs ce tweet que j'avais cité, et c'est grâce à ça que tu es là aujourd'hui. Il y a une enquête de déclencher, et bien sûr, pensez pour le policier et la personne.
décider. Est-ce que tu trouves pas tes paroles un peu trop violentes? Ensuite, on va donner la parole au chroniqueur et vous nous direz, chroniqueur et chroniqueuse, et vous nous direz ce que vous pensez de ce tweet. Alors, quand il y a eu ce tweet que j'ai fait, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'en France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et toujours un refus d'obtempérer, en fait, c'est de base, on sait très bien pourquoi les personnes ne s'arrêtent pas. Si on va bien au fond des choses, ce sont des personnes que l'on contrôle, enfin, que l'on a souvent, qui on est en contact, je veux dire qu'on voit, ce sont souvent des personnes qui sont soit sous l'effet de stupes, soit sous l'effet d'alcool, ou soit sans permis, ou soit ils n'ont pas l'âge de conduire. Ok ? Et le problème, c'est que moi, je voulais revenir à la base. Si vous me suivez depuis un certain temps, à chaque fois qu'il y a eu un refus d'obtempérer, j'essayais d'expliquer quand même que il faut, quoi qu'il se passe, arrêtez-vous. Arrêtez-vous parce que de base, ça ne sert à rien en fait parce que si vous faites un refus d'obtempérer, vous pouvez engranger un drame. On a des collègues, pas que des collègues, on a aussi des personnes, des passants, tous les jours en fait, qui risquent leur vie parce que juste simplement il y a quelqu'un qui ne s'est pas arrêté. On l'a avec les rodéos, donc c'est pour ça que je disais que c'était un fléau. Et ça, par contre, je persiste et je signe, c'est un fléau. On le sait très bien. Et je pense qu'il faut peut-être aussi faire preuve d'honnêteté, se dire que quand tu sais que tu n'as pas le permis ou quand tu sais que tu es sous stup ou quelque chose comme ça, si tu ne t'arrêtes pas, tu peux créer un danger. Après, il y a des gens qui font une forme d'amalgame en pensant, et là je vais rentrer dans le vif du sujet, en pensant que si la personne ne s'arrête pas, est-ce que cette personne mérite une balle? Je dis non. Je te dis clairement non. Par contre, il y a un article de loi qui est sorti, qui date de 2017. On reviendra dessus tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, c'est le L437-1 du Code de sécurité intérieure, qui permet aux policiers, parce qu'il faut savoir que dans la doctrine en France, dans l'éducation, on va dire, policière en France, le policier ne sort pas son arme comme ça, parce que c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, ils peuvent dégainer parce que c'est dans leur mentalité. En France, quand on sort notre arme, quoi qu'il y ait, même si tu tires sur un terroriste, tu vas faire de la garde à vue, tu vas devoir t'expliquer. Et les enquêteurs vont vouloir vérifier si réellement tu étais dans les clous par rapport à l'article de loi que je viens de citer. 435-1 qui dit « Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. » Ensuite, vous avez 5 points dans lesquels il est autorisé pour les policiers de sortir leurs armes. Et c'est ça qui est important, parce que les gens pensent que on tire, on a le permis de tuer, et que cet article nous a donné un permis de tuer. Mais il faut savoir que c'est comme les cas de légitime défense. Il faut savoir qu'une voiture, c'est une arme par destination. On a plusieurs collègues qui se sont fait tuer comme ça, parce que simplement des personnes ne se sont pas arrêtées. Et c'est pour ça que là où il y a la difficulté, notamment dans cette affaire, je ne vais pas rentrer dans le fond de l'affaire parce qu'il y a toujours une instruction en cours, mais pour moi, il y a 2 drames en fait. Il y a 2 drames. Le premier drame, c'est qu'on a un gamin de 17 ans qui est à bord d'un bolide, on voit juste sur les réseaux sociaux la fin de la scène. Mais juste avant, il y a des vidéos qui le confirment parce qu'il y a une enquête qui a été faite par le procureur de la République qui montre qu'effectivement, dès la première fois, il n'a pas voulu s'arrêter aux injonctions. Il manque de faucher un piéton plus un cycliste. Et après, effectivement, on a les motards qui arrivent à sa hauteur, qui essayent de l'arrêter. Et à ce moment-là, donc tout de suite, on a ce que vous voyez dans la vidéo où effectivement le motard avait déjà sorti son arme, mais l'erreur c'est qu'il met le doigt sur la détente. Voilà, ça déjà c'était l'erreur. Et ça par contre, ça déjà c'est, si tu veux, c'est déjà on va dire une erreur parce que dans nos techniques en fait on doit rester ce qu'on appelle le doigt le long du pontet. Mais quand tu vois que c'est en une fraction de seconde, c'est que est-ce que lui il estimait qu'il était en danger, mais quand tu es dans ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et même moi, je peux te le dire, tous les policiers se disent que dans ce genre de situation, comment on aurait agi. Parce que c'est en une fraction de seconde. Et je vais te dire, moi, je vais être très honnête avec toi, moi, j'ai tiré sur un véhicule. J'ai tiré sur un véhicule parce qu'il m'a foncé dessus. Et là, par contre, oui, j'avais pas de moyen échappatoire. Mais il faut savoir que tu as qu'une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas le temps de faire des sommations, en fait. Et là, dans cette action, oui, effectivement, et là, il y aura plusieurs expertises qui vont être faites, la balistique pour savoir si réellement, voilà, en fonction de la distance et tout, il y avait possibilité de faire autrement. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que les gens comprennent. Que le policier, je pense, à ma connaissance, est vraiment... si aujourd'hui il devait revenir en arrière, je pense qu'effectivement, il aurait fait autrement. Mais après, ça, c'est une réaction à tout ça, tout ce qui a été dit depuis le début. Désolé, ça a été un peu long. Moi, j'ai plutôt une question justement pour Abdoulaye Kanté. Il est rentré à la police en 1999, si j'ai bien compris, c'est bien ça?
1 an de formation. Ouais. Est-ce que, sincèrement, c'est suffisant aujourd'hui de faire 1 année de formation quand on sait aujourd'hui la difficulté du terrain, justement? Est-ce que c'est assez suffisant? Et j'ai cru lire encore quelque part qu'on est passé même de 1 an à beaucoup moins encore. Parce qu'il faut recruter vite 10 000 policiers, si j'ai bien lu. On est passé de 1 an à 8 mois. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est sérieux? Alors, je vais être, je vais être factuel. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, dans les années 2000, la délinquance des années 2000 et de celle de maintenant n'est pas la même, de 2023. Ok. Et moi, je fais partie à l'époque de ce qu'on appelle les enfants de la police de proximité. Cette police qui voulait s'ouvrir, on va dire, aux jeunes de quartier et pouvoir essayer d'aller mettre des policiers dans les quartiers. C'était 1 an de formation. C'est-à-dire qu'il y avait un surrecrutement et tout ça, etc. Mais comme d'habitude, le policier, en fait, est toujours pris en otage par des décisions politiques. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a toujours des décisions politiques qui font que, voilà, il y a toujours, on doit faire autrement. Et souvent, je dis toujours que le quantitatif et pas le qualitatif. Donc, on a eu les années Sarkozy. J'aime pas parler politique, mais qui malheureusement nous ont fait mal. Hein. On a perdu 10 000 policiers. 10 000 policiers. Ça, il fallait revenir, à essayer de revenir à niveau. Là, maintenant, on est à un taux de recrutement de plus de 11 000. Ensuite, après, il y a eu la période des attentats où il fallait recruter massivement. Il y a 3 ans, on est passé à une formation de 12 à 8 mois parce qu'il fallait recruter vite. Au rabais? Au rabais, comme on dit au rabais, c'est ça, c'est que... COVID. Comment? Rien à voir. Dans le micro. Par rapport au Covid? Non, pas par rapport au Covid. Non, ça n'avait rien à voir avec le Covid. Non, c'est que c'est comme dans tous les concours de la fonction publique. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'attrait de métier dans la fonction publique, c'est très difficile de pouvoir aller chercher des gens pour qu'ils puissent venir dans nos métiers qui sont pas forcément bien payés, mais et en plus avec des conditions qui sont pas faciles. Donc du coup, généralement, c'est pas que pour la police, hein, c'est pour tous les corps de métier dans la fonction publique. Mais la police, c'est très particulier quand même. Je pense que non. Ça fait partie d'un corps. C'est comme aussi chez les infirmiers. C'est les infirmiers. C'est même aussi quand tu vas dans certains, les agents des impôts. Donc voilà, même des profs. Des profs aujourd'hui. Mais on peut pas comparer ces corps de métier là avec la police. C'est très très singulier la police tout de même. Mais je pense que ceux qui vous portez une arme. Mais c'est pas que ça. Il faut pas que penser que parce qu'on porte une arme que on est différent des autres. Non, la différence que moi je souhaitais émettre, pour finir, c'était de dire que la formation aujourd'hui non seulement elle est courte, elle est au rabais. Et c'est aussi pour ça qu'on assiste à des bavures assez régulières. On va vous laisser finir ensuite. Pour finir, juste concernant le recrutement au rabais et aussi la durée de la formation, il faut savoir que maintenant la formation, c'est même plus au rabais parce qu'avant c'était comme dans tout concours, les notes éliminatoires étaient de 7/20. Ça c'est comme tout concours de la fonction publique. Maintenant ça a été remis à 10/20 déjà de base. Et aussi... Ouais, mais ça veut rien dire aussi. Non, mais attends, je finis. Quand même. Tout dépend des questions qui sont posées. Malik, on va le laisser finir et Eva va prendre la parole ensuite. ensuite. On est passé de 8 mois, on est à 12 mois maintenant. On est venu à une formation initiale et en plus, il y a une formation continue. C'est-à-dire que même si tu as fait tes 12 mois, tu as encore 1 an de formation continue avant d'être titulaire. Ok ? Donc, si tu veux, oui, effectivement, il y a eu des décisions politiques qui on n'allait pas dans le bon sens parce que, effectivement, quand tu veux essayer de recruter vite, parce que tu regardes bien, il y a une sursollicitation de la population. Il faut dire la réalité. Aujourd'hui, la société est devenue de plus en plus violente. Les services publics sont tellement sollicités qu'on n'arrive même plus à servir des citoyens. Tu vas par exemple dans un quartier, dans certains quartiers populaires où des fois tu n'as pas forcément de véhicule et tu es obligé de gérer plusieurs communes. Okay. Donc, et sachant aussi que si on fait face à des attaques, par exemple de commissariat ou de voiture, tu sais très bien que si tu attaques un véhicule, ça fait une intervention en moins pour des personnes qui en ont besoin. Donc c'est toute cette problématique-là. Il ne faut pas le voir que uniquement parce que c'est juste simplement un recrutement à rabais et que oui, voilà, vous avez des armes et tout ça. C'est encore plus large que ça. Eva ? Pardon. Non, il peut finir. Juste avant que je dise ce que j'ai à dire, le truc sur les voitures, justement, autre qui crame, ce que je déplore. Je déplore qu'on mette le feu à des institutions publiques ou des bâtiments, ce que je trouve... Bon, voilà. Mais à savoir que justement, il doit y avoir une réponse politique parce que si la gendarmerie ou la police n'a pas assez de voitures, de choses pour faire des interventions, justement, c'est aussi au gouvernement d'en fournir. C'est-à-dire qu'il y a un manque du côté du gouvernement
a une réponse à un besoin des policiers et des gendarmes. Ben aujourd'hui, tu vois que maintenant le matériel, je vais être très honnête quand même, il y a eu vraiment, si je pense que vous l'avez remarqué, on n'a plus ces berlingots et tout ça où les portes, quand on arrive, sont par terre. Là maintenant, on a quand même des 5008 et tout. Donc ouais, mais Abdoulaye Kanté, je suis désolé, c'est le minimum. On paye des impôts quand même. Mais tous autant que nous sommes autour de cette table. Mais aujourd'hui, d'accord, c'est le minimum. Je pense qu'aujourd'hui, à force de parler toujours du passé, de ce qui n'allait pas, donc évidemment, il y a des choses qui n'allaient pas. Moi, si je vous dis aujourd'hui que la police, elle est parfaite, non, c'est bon, elle est top, je vais vous mentir. C'est pas vrai, je suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis juste là pour vous expliquer effectivement qu'il y a eu des carences, mais aussi, il faut aussi, j'ai envie de dire, d'être un peu terre à terre, essayer d'expliquer que quand même, il y a eu des choses qui se sont améliorées. On peut toujours faire mieux, ça je n'en disconviens pas, mais pour autant, essayons d'être quand même pragmatiques, et essayer d'entrer aussi un peu positif sur certaines choses, se dire, effectivement, maintenant il y a du matériel pour les policiers, des nouveaux commissariats qui ont été mis en place, et même si on veut avoir plus, mais voilà, par rapport, on rattrape quand même 10 ans de retard quand même, parce qu'avant c'était compliqué. Ouais, mais il y a des commissariats qui n'ont qu'une seule voiture de fonction ou deux pour une commune, c'est trop peu. Mais c'est comme on déplore un manque de matériel énorme. Alors je vais te dire, en fait, c'est à l'image du service public. Tu vas aux urgences. Oui. Comment tu expliques que voilà, tu attends par exemple 2-3 heures, encore je suis gentil, des fois c'est peut-être des 7 heures, pourquoi ? Parce que des fois tu as des manques de médecins, manque d'infirmiers qui vont te prendre en charge, manque de lits, donc après ça certains se disent oui mais bon on a eu de l'amélioration, tu vas le voir mais c'est au compte-gouttes, c'est vraiment Mais le manque de lits il a été choisi aussi par le gouvernement, enfin les médecins ils sont en grève depuis des années, réclament justement que l'hôpital public qui est en train de s'effondrer soit amélioré. C'est des réponses du gouvernement qui sont pas apportées, qui sont ignorées, c'est des débats à l'Assemblée nationale qu'on voit très souvent. Justement, c'est ce qu'on dit, c'est que la fonction publique a un manque de moyens économiques qui n'est pas fourni par l'État pour être mis dans d'autres choses qui ne sont pas la fonction publique et qui ne servent pas le citoyen. Alors, le truc c'est qu'après, ça c'est la partie politique et ça c'est vraiment le truc... On va essayer de rester vraiment sur la police, les problèmes de formation de la police et sur le décès du jeune homme. Moi j'ai un collègue qui récemment en fait a été brûlé. Bon, je vais pas me faire un mélange avec les manifestations, mais voilà. D'accord, ouais. Ce collègue-là, il a eu un cocktail Molotov, il a été brûlé à un certain nombre de degrés. Aujourd'hui, il fait encore des greffes de peau, mais parce que simplement, il a fait face effectivement à une colère. Mais est-ce que tu penses que cette colère, tu te dis pas que ce policier, il fait son travail ? Tu peux exprimer ta colère, mais tu te dis pas que derrière lui aussi, il a une femme et un gosse, et que lui, tout ce qu'il a envie, c'est rentrer en vie chez lui. Évidemment. Moi, monsieur, je suis un citoyen, je vois les problèmes, je les explique ici, je les dénonce, mais moi, je trouve ça déplorable. Parce que, policiers, vous restez des citoyens, vous êtes des civils, on n'a pas à se faire la guerre entre nous. Vous représentez aussi l'autorité, on devrait s'entendre et pas en arriver aux armes à feu. Ça, je vous l'accorde. Mais est-ce que des tweets comme les vôtres, Abdoulaye Kanté, est-ce que ça met pas de l'huile sur le feu quand vous dites il y a des refus d'obtempérer, mais vous restez avec sur ce fléau en incriminant les policiers qui ne font que leur travail, alors qu'il y a un jeune homme de 17 ans qui vient d'être tué par balle, que le pays est encore en émoi, en émotion, que tout le monde est touché, qu'on a tous vu la vidéo, on a tous entendu la même chose. Et ce tweet, il est quelques heures après le drame. Ouais. Est-ce que vous ne mettez pas aussi de l'huile sur le feu ? Si tu permets, je prolonge ta question, parce qu'effectivement, moi je regardais un peu, en Allemagne, il y a autant de refus d'obtempérer. On n'a eu qu'un seul mort. Je sais plus, Eva, on regardait ça. Alors, pour le coup, en combien d'années déjà juste avant, sur vos chiffres, on va juste marquer une petite pause et on va revenir alors. Une toute petite pause et on revient sur vos chiffres, gardez-les bien au chaud. On va faire entrer Idriss et merci beaucoup. De retour dans Politiquement Vôtre, on en était à Malik. Malik, tu parlais des refus d'obtempérer en Allemagne, c'est ça ? Oui, je disais qu'il y avait autant de refus d'obtempérer du côté de l'Allemagne pour très très peu de morts. Je crois que j'avais recensé, un mort, pendant qu'en France on était à 13. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des explications ? Après la question, je pense que la délinquance... C'est pour ça que j'avais anticipé sur le problème de la formation. Après, je pense qu'il faut voir aussi en fonction aussi de la délinquance qu'on a en face de nous aussi, parce que généralement, Non, monsieur Kanté, on parle de refus d'obtempérer. Donc de fait, on prend les chiffres au prorata du nombre du refus d'obtempérer. On va pas commencer à dire si t'es à Pantin ou... Non. J'ai même pas parlé de ça. Non. J'ai même pas parlé de la localisation. Moi, on parle de l'Allemagne. Alors moi, les Allemands ou bien les Anglais, parce que souvent on me les cite, mais j'ai envie de poser la question aussi, mais combien de titres policiers allemands aussi sont morts à la suite de refus d'obtempérer ? C'est ça en fait la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a pris le parti de se dire que... Parce qu'on peut voir aussi autrement, on dit...
on traite pas les refus obtempérés qui restent quand même un délit, mais par contre, on sait que derrière, si vous ne faites pas, on dit oui, mais pense que vous avez ce serait peut-être mieux de tirer dans les pneus, ou bien tirer peut-être dans la jambe de quelqu'un, tout ça, etc. Non. Est-ce qu'il y a pas un problème de formation véritablement? Mais je reviens, j'insiste là-dessus. Hein. Sur la première, alors, je vais être encore très clair, c'est que la formation, je dis souvent que la formation police, elle est bonne, mais sauf simplement qu'il faut qu'elle fasse des mises à jour régulières. Des mises à jour régulières par rapport au fait à la situation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la violence a pris le pas. Il y a différentes formes de violence où, là, quand on regarde ces 10 dernières années, ces 5 dernières années, j'ai envie de dire, là, maintenant, il y a un déchaînement de violence envers ceux qui représentent l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas penser que des personnes pouvaient carrément attaquer des élus ou même des policiers, mais directement. C'est-à-dire que dans leur chair, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer la police ou bien être en contradiction avec la police, etc. Mais jusqu'à aller carrément aller les tuer, c'est qu'on est passé à une autre phase. Du coup, dans nos formations, on est obligé de s'adapter. Après, moi je dis toujours que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce que, ah oui, mais vous êtes formé. Je peux vous dire que même des tireurs d'élite, je connais même des personnes en spécialisées, dans certaines situations, j'ai envie de dire, l'humain quand même reprendra toujours le pas sur, même si on peut vous donner toutes les formations que vous voulez, il y a toujours un facteur humain qui reste. Non, mais je suis d'accord, on aime la police, sauf qu'on n'arrive pas à communiquer avec la police. On va en profiter. Malik, s'il te plaît, on va en profiter pour saluer Idriss. Comment ça va, Idriss, qui fait ça va et toi? Ouais, super. Merci. Juste avant que tu prennes la parole, Idriss, est-ce que Malik a parlé d'un problème de formation de la police, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de violence? Il y a Laurent Franck Liénard qui est spécialisé dans la défense des forces de l'ordre. Oui. C'est d'ailleurs lui l'avocat du policier qui a abattu Naël. BFM TV l'avait invité le 12 juin 2020 sur son plateau pour revenir sur les annonces de Christophe Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, demandant aux policiers de ne plus pratiquer l'étranglement dans la police française lors des interpellations. De nombreux policiers français avaient fustigé les paroles de leur ministre, se sentant trahis. On écoute. Moi, il y a 2 jours, j'ai eu un de mes clients qui me dit qu'il a eu des idées suicidaires. Il a eu des idées suicidaires parce que ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on parle de son métier en mal. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a enfoncé la tête. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit oui, mais j'ai ça chevillé au corps. Je vis pour mon travail. Je veux être policier. Je veux aller interpeller les gens. Je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Je veux pouvoir juste faire mon boulot. Je ne veux pas aller voir la tolérance zéro. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police. Il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations ça ne justifie rien, racistes. Ça ne justifie rien. Non mais je veux pouvoir les étrangler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de violence dans la police, Abdoulaye Kanté? Alors, Maître Liénard, je le respecte, je le connais bien. Après, je pense aussi qu'il y avait un contexte aussi. On sait très bien que quand vous êtes sur certains plateaux télé, donc il y a souvent des questions qui sont posées et peut-être aussi la réponse aussi peut-être mal comprise. Alors, je vais être très clair. Quand on parle d'étranglement, moi, des étranglements, j'en ai fait des dizaines et dizaines. Parce qu'il ne faut pas croire que quand vous voulez interpeller un individu, par exemple, que la personne va se laisser faire. C'est ça, en fait. Vous allez dire, mais bon, vous avez des techniques et tout. On n'est pas tous des combattants. Moi, j'ai la chance d'avoir pratiqué, donc je suis combattant, mais tous ne le sont pas. Après, la formation. Mais la formation vous essaie de vous permettre. Mais après, quand vous êtes dans certaines situations, il faut arrêter de croire que tout de suite, en fait, ce qui se passe à l'école et quand vous êtes réellement sur le terrain, c'est pas ce que vous faites à l'école. À l'école, on essaie de vous rapprocher de la réalité. Mais la réalité, elle est toujours tout autre. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a ce facteur humain. Je défie quiconque de mettre en application à la lettre près, je dis bien à la lettre près, ce qu'il a appris à l'école sur le terrain. Parce que les situations sont tellement diverses, tellement autres que tout de suite il y a un facteur à laquelle on ne va pas forcément penser, va falloir anticiper. La clé d'étranglement, c'est une technique. C'est une technique pour essayer de permettre à l'individu de ne pas bouger, de le maîtriser. Parce que, pourquoi on l'a fait? On n'étrangle pas comme ça juste par plaisir. C'est parce que vous avez un individu qui a refusé de répondre à vos injonctions. Les injonctions, c'est quoi? Monsieur, donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main, la personne est agitée. J'ai envie de te dire, tu fais comment? Je défie quiconque aujourd'hui. S'il y a une personne qui ne veut pas se laisser faire, tu fais comment? Tu laisses partir? Excuse-moi. Pardon. Pas de souci. J'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt un double problème. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème d'autorité en France, avec les jeunes qui vont pas forcément respecter la loi, ou se croire au-dessus de la loi, ou en tout cas penser que les policiers en France sont gentils, donc ils peuvent s'autoriser des choses.
Et d'un autre côté, un problème, effectivement, on l'a dit plein de fois, de formation, où on voit que les policiers sont moins bien formés qu'avant, et surtout, je sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais on a retiré les tests psychologiques. Non. Les tests psychotechniques, en fait, ils y sont toujours, ils y sont quand même. Non, c'est important. Alors, je vais faire rapidement un cursus sur la formation. C'est que quand vous passez les concours, donc tout de suite, vous avez déjà ce qu'on appelle un entretien, donc un pré-entretien de préadmissibilité pour voir si vraiment vous pouvez le faire. Ensuite, après, vous avez ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité. Donc, le test psychotechnique, mise en situation. Ensuite, après, donc, un QCM. Au-delà de ça, si vous avez les résultats requis, vous avez un autre entretien. Vous avez une épreuve sportive. Une épreuve sportive avec vraiment des barèmes assez drastiques. Ensuite, vous avez un entretien. En plus de ça, vous avez une enquête de moralité. Et au final, quand tout ça s'est passé, vous êtes admis. Donc déjà, il y a plein de choses il y a plusieurs étapes avant d'être gardien de la paix. Là, je vais te rejoindre, je ne sais pas si tu veux que je te tutoie. Effectivement, en fonction des demandes politiques, bien évidemment, et ça, j'ai envie de dire, c'est pas que la police. C'est pas que la police. Des fois, oui, effectivement, il y a des fois des personnes qui passent à travers le mailles du filet. Et moi, je te dis la vérité. On est les premiers aussi à le constater. On sait très bien qu'il y en a certains qui, ne sont pas faits pour ça. Mais on sait très bien que ces personnes-là, malheureusement, et ça reste encore une minorité, parce que je peux te dire que je vais en école de police, je vais voir des collègues, ça fait 24 ans que je fais ce métier, et j'en ai vu. J'ai vu que franchement, la grande majorité sont souvent des personnes qui ont ça chevillé au corps, comme disait Léla. Et après, derrière, forcément, tu as ceux qui ne sont pas forcément faits pour ce métier, qui peuvent poser problème. Et c'est, pour terminer, c'est à l'administration, et là par contre, il est nécessaire encore plus qu'une fois qu'il y a l'administration de pouvoir détecter cela. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme dans tout métier. Juste avant, Eva, je vais juste rejoindre Idriss sur le fait qu'il y a quand même des policiers qui profitent d'une impunité. Il y a Jean-Marc Canté qui a notamment dans une interview, qui est fonctionnaire de police depuis 30 ans, dit qu'il a été témoin à plusieurs reprises de violences policières et notamment sur des mineurs menottés, et que ces actions, c'est des actions individuelles, mais qui sont menées par des personnes qui profitent d'une impunité parce qu'ils ne sont pas directement punis dès la première action. Du coup, ils en profitent en se pensant un petit peu supérieurs parce qu'ils ne seront pas punis, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il y a un problème de racisme, parce que quand l'Organisation des Nations Unies appelle la France à se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre après la mort de Naël, c'est qu'on peut dire que quand même, alors j'ai deux choses. Peut éviter laissez-moi finir s'il vous plaît, de dire qu'il n'y a pas de racisme. Oui, je respecte la fonction de policier, je respecte l'uniforme, mais je ne respecte pas et je condamne les bavures policières de certains. Alors, je vais commencer, je vais peut-être, je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu inexactes en fait dans ton propos. Alors, concernant le collègue en question qui dit qu'il a été témoin de choses-là, de personnes qui ont commis des violences illégitimes, j'aime pas le terme de violence policière, parce que nous on a le monopole de la violence, mais à partir du moment que c'est encadré par la loi. Mais sauf si, quand c'est illégitime, effectivement, oui, on est en dehors de la loi. J'ai envie de dire, mais à ce collègue, s'il a été témoin, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il l'a dénoncé ? Mais il faut savoir qu'il est allé, je crois, je ne sais plus, là on dénonce, mais dans son interview qui est sur Combini, je vous invite à la regarder, l'IGPN, son affaire a été mise un peu sur le côté, il n'en a pas, mais il a dénoncé ces faits-là, il a dénoncé à nombreuses reprises. Alors, je vais dire un truc, que quand tu sais que tu es témoin de ces choses-là, parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est qu'on dit que oui, j'étais victime de telles choses et tout par rapport aux policiers, mais moi je me dis, mais d'accord, mais si vous êtes victime et que derrière vous le racontez en dehors même des process qu'il faut, j'ai envie de dire que pour moi c'est ça qui est, au contraire, c'est là où l'impunité continue. C'est que si on ne dénonce pas les choses, c'est un peu comme si par exemple tu te fais mal, la première chose que tu vas faire, tu vas dire tiens, j'ai mal, mais qu'est-ce que tu vas faire pour faire guérir ? Tu vas aller te soigner, tu vas aller à la pharmacie chercher, ou bien tu vas voir un médecin. Alors donc c'est la même chose. Mais c'est que moi je dis souvent. Ces choses-là. Je fais toujours attention, parce que comme étant donné que je j'ai pas accès à ce qu'il a fait et tout ça, donc j'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé, parce que souvent on raconte des choses. Je mets pas en doute ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien quand même des choses factuelles. Après, pour finir, la deuxième chose, effectivement tout le monde c'est j'ai envie de dire, extasié sur le fait que les Nations Unies ont rappelé à l'ordre de la France concernant les problèmes de discrimination et de racisme et tout au sein des forces de l'ordre. Mais je rappelle encore une fois que ce comité en question ne représente pas l'ONU. Et ça, je vous l'invite vraiment à voir, parce que ce comité, et même l'ONU l'a dit, que ça ne représentait pas l'ONU. Et ces personnes
je juste t'invite à regarder la composition de ce comité. Donc la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Donc je pense que ce sont des pays qui, en matière de discrimination, n'ont aucune leçon à nous donner. Ah, bien sûr. Et après, pour finir, il y a un rapport qui est sorti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je me suis fadé. Il y a 174 pages. Ce rapport est sorti en novembre 2022 sur la lutte sur les discriminations sur l'action des forces de l'ordre. En fait, c'est un rapport qui a été commandé par les différentes inspections générales de la police nationale, de la justice, des sociologues et aussi des personnalités, on va dire, en France. Excusez-moi, j'essaie de me rappeler. Des personnalités qui, justement, voilà, et aussi, oui, du monde associatif, qui ont fait un rapport, justement, sur l'état des discriminations sur l'action des forces de l'ordre. Donc, je vous invite à aller voir. Il est partout. Donc, il est sorti en novembre 2022 pour faire le constat et quelles solutions sur les problèmes de discrimination dans l'action des forces de l'ordre et aussi ce que subissent les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Il en est sorti, très simplement, en conclusion, que il n'y a pas de racisme systémique dans la police. Mais pour autant, il faut mettre des mots sur les mots. Mots M-A-U-X. Okay ? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand il y a un acte de discrimination commise sur quelqu'un, un citoyen ou qu'un policier le subit, il faut les dénoncer, il faut dire les choses. Ok ? Il faut dire les choses. Il y a 2-3 minutes, vous avez dit, certains policiers ne sont pas faits pour ce métier, pour ce job. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, quelles sont les qualités requises justement pour être un bon policier ? Est-ce que vous avez dénoncé ces policiers ? Si vous me question. Alors, je commence par qui ? Par où ? Par Malik et après Idriss. Parce que comme voilà. Effectivement, mais moi, j'ai même pas les gens qui me connaissent, vu qu'étant donné que je suis un des policiers qui est, on va dire, connu dans la sphère publique, il serait quand même malhonnête de me faire un procès, de me dire que je dénonce pas les collègues qui ont commis des actes racistes. Je pense que je fais partie de cette nouvelle génération, et parce que moi je suis peut-être plus exposé médiatiquement, mais il y en a d'autres à moindre échelle qui dénoncent certains faits. Et je rappelle encore une fois que... Donc derrière le qui ne sont pas faits pour ça, vous faites cas du racisme. Je réponds à Idriss, juste pour lui dire qu'il y a des dénonciations qui ne se faisaient pas avant parce qu'il y a eu ce qu'on appelait une forme d'omerta. Ça c'est vrai. Parce que les gens n'osaient pas, les collègues n'osaient pas, parce que pour parler de leur carrière, etc. Mais cette nouvelle génération qui est arrivée depuis ces dernières années, maintenant ne veut plus laisser passer ces choses-là. Et on le voit, il y a eu des dénonciations qui ont été faites. Et je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle les rapports de l'inspection générale de la police nationale, qui, certains se disent, ouais, mais bon, l'IGPN ne fait rien. Mais ça fait 5 ans qu'ils ont mis des rapports transparents pour montrer le nombre de sanctions sur toutes les infractions. Mais vraiment, sur l'action même de la police. C'est-à-dire qu'il s'est même quantifié les personnes qui ont commis tel ou tel acte en dehors de la déontologie, ils sont sanctionnés. Mais le problème, c'est que c'est pas vendeur. C'est que généralement, dès qu'il y a le petit bandeau de BFM ou de je sais pas quoi pour dire, écoutez, un policier a fait ci, ça, mais derrière, ils se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. Je vais être très, très bref. Quand on regarde, malheureusement, ce qui s'est passé avec le drame de Naël, la justice n'a jamais été aussi rapide que par rapport en 2005. Vous vous souvenez, en 2005, avec Ziad Ebouna. C'était différent parce qu'on n'avait pas... Mais là aussi, il y avait les images. Il y a les images. Il y a énormément de comparutions immédiates, effectivement. Ouais, donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que par rapport au... vous parlez au niveau des émeutiers Non, je parle pas des émeutiers, je parle de mon collègue. Oui, de mon collègue, là, par rapport au drame de Naël. Oui. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été très vite. Il a tout de suite, entre guillemets, il a été identifié. Tout de suite, il a été placé en garde à vue, mis en examen, et là, il est en détention provisoire. Ok ? Donc là, on ne peut pas dire que la justice n'a pas fait son travail. Le second volet de ma question, les qualités requises pour être un bon flic selon vous ? Alors un bon flic, je ne sais pas qu'il existe de bons flics. Il existe des flics, mais il ne faut pas qu'il y ait de mauvais flics. Il y a des flics. Après, tout dépend de la personne. Je sais très bien que les gens vont dire « Ah ben tiens, les flics m'ont contrôlé, donc forcément, c'est des mauvais flics. » Non, ils font juste leur travail. Après, moi, je pars du principe que quand on fait notre travail, c'est pas qu'on est bon flic, on est flic. C'est-à-dire qu'on fait notre travail de manière la plus, on va dire, cordiale, ferme et avec calme et respect. Alors c'est quoi pour vous un mauvais flic ? Un flic qui n'est pas fait pour ça ? Moi j'ai l'impression que la police c'est un métier qui est vendu comme étant extrêmement pas violent, mais on va dire avec beaucoup d'action, un métier d'action, etc. Qu'on vend ça à des gens qui souvent ne sont pas extrêmement diplômés
et qui du coup se dirige vers ça. Le bac, Uber Eats, voilà, ouais. mais le bac aujourd'hui c'est pas Ah extrêmement non, diplômé. Voilà. le bac d'avant quand même, moi respecte mon bac. Ah d'avant. Respectez mon bac, il a pas été simple, merci, je précise. C'est mon bac, je dirais mon bac. Bon, tous les bacs sont compliqués. Tous les bacs sont merci. compliqués. Bon, que celui-là là, c'est vrai que on va dire qu'avec un simple bac on n'est pas surdiplômé. C'est déjà méritant d'avoir le bac. Non, c'est vrai, ça. franchement c'est Merci vrai. Malik, Moi je trouve la voix de ça la sagesse. Non, mais pour faire juste une petite parenthèse, je trouve que quand même que le c'est bac un métier quand même, qui est vachement Ouais. qui est vendu comme étant vachement intéressant, on est partout à droite à gauche, etc. Ouais. Et au final, on se retrouve avec des policiers qui font des rondes à vélo, qui s'ennuient. Est-ce que c'est pas ça aussi Non. pour vous l'un des facteurs du fait qu'ils soient surexcités de temps en temps? Alors, j'invite. Il faut savoir que la police, en fait, ce qui est la chance en fait de la police, en fait, il y a énormément de métiers dans la police. Faut pas croire que le policier c'est uniquement celui qui garde une porte ou bien celui qui fait du vélo. Voilà, c'est pas que ça en fait. La police est bien diverse. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs services. Donc, quand je suis arrivé, évidemment, j'ai mangé mon pain noir. Donc, comme tout le monde, quand tu débutes, tu fais, on va dire ce qu'on appelle les tâches ingrates et tout. Mais après, tu évolues. Donc après, je suis parti en police secours, donc j'ai fait les patrouilles. Ensuite, après, je suis parti, j'ai été en bac, en police anticriminalité. Après, j'ai fait du stup en police judiciaire. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité. Je parle des gens qui sont pas là, qui sont pas faits pour la police. Justement, c'est pas justement ces gens-là qui s'attendent à de l'action en permanence et qui se retrouvent dans des missions un peu nulles. Des fois, tu choisis des fois certains métiers. Au final, tu penses que c'est quelque chose qui va te plaire, mais après, quand tu es dedans, tu te dis finalement, ah putain, je pensais pas que c'était comme ça. Mais la police a toujours une rayonnance particulière. Mais ça reste un métier à part. Un métier où on est au-dessus, Non. c'est le monopole de la violence, comme vous l'avez dit. Donc Ouais, c'est mais quand non, même un métier mais- particulier. Non, mais quand tu sais que tu as le monopole de la violence, après, il faut savoir que le monopole de la violence, c'est cadré par la loi. C'est pas genre, tu fais le cow-boy. Évidemment, il y en a certains qui pensent. Est-ce que c'est vraiment cadré par la loi? Ouais, mais les citoyens, ils vous pensent quand même pour un métier à part. Alors, tu sais pourquoi On vous mettra pas. Enfin, Tu sais, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes ceux-là qui doivent en fait encadrer la sécurité, et qui est là Protéger, pour nous. non, protéger avant, Oui, non, mais protéger encadrer, mais nous protéger. Mais Mmh. donc on vous considère pas comme, par exemple, là, comme vous avez cité tout à l'heure, les professeurs ou quoi, qui sont là eux pour nous enseigner une connaissance. est-ce que tu vois aujourd'hui que les professeurs sont respectés? Non, moi je Est-ce sais, que tu vois- c'est un métier que j'envisage de rentrer dans la fonction publique et tout. Bon courage. Je parle avec beaucoup de... Après ça dépend, moi j'ai eu le truc où aussi, bon, ils sont pas respectés, mais certains ne respectent pas non plus. À ton avis, hein. pourquoi? Mais pourquoi on ne respecte pas non plus en tant qu'élève? Moi je respecte quelqu'un, que ce soit un prof ou pas, quand on me respecte, je vais respecter la personne, mais si on me respecte pas en face, est-ce que je vais avoir envie de respecter la personne? Mais le problème, c'est qu'après, si tu veux, j'ai envie de dire, c'est une question d'éducation. C'est comme, tu vois, par exemple, l'éducation nationale, et c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on met tous, si tu veux, les mots de la société sur la police, et pourtant la police ne pourra pas refaire l'éducation de certains. Donc, si tu veux, c'est pour rebondir par rapport au fait que, pourquoi ceux-là qui sont mauvais sont encore dans la police, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout, c'est qu'il y en a certains, dès le départ, quand ils arrivent dans le métier, je réitère, c'est que des fois, finalement, ils se disent, ah ouais, peut-être que sûrement c'est peut-être trop difficile, peut-être que le fait qu'il y a trop de violence, peut-être que, ouais, finalement, j'ai pas les épaules pour, donc, et c'est ça, en fait, c'est comme j'ai envie de dire, dans tout métier, et après, quand tu dis que c'est un métier à part, peut-être aussi, je pense aussi que c'était aussi de l'erreur de notre administration de pouvoir, parler de ce métier, expliquer en amont ce qu'on fait. Et là, je pense que bien soit aveugle celui qui ne voit pas ce que font la police au quotidien. On le voit avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a le site devenirpolicier.fr, vous avez le TikTok, vous avez Snapchat, vous avez Twitter aussi, donc qui explique vraiment le métier de policier pour se dire que tiens, voilà ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant on était tellement, vraiment hermétique au regard des autres. C'était un peu le terme circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, ce terme n'est plus entendable. On est un service public. Aujourd'hui, on se doit d'expliquer ce que les gens pensent de nous, parce que ce sont aussi à la fois vos impôts, et il faut aussi voir un peu comment nous, on fonctionne. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ils veulent pas chercher. Et pourtant, je peux te dire que tu vas sur le site devenirpolicier.fr, tu vois tous les métiers que l'on fait, et aussi, on s'est mis aussi à l'heure du temps, parce que ça évolue énormément. Donc ça Abdoulaye évolue. Kanté, et est-ce qu'il n'y a tant pas, est-ce qu'il y a pas aussi un déni dans ce que font certains policiers? Parce que là, on t'entend, tu nous dis qu'il y a certes des mauvais policiers, mais la majorité elle est bonne, etc. Pourtant, on a beaucoup de retours de jeunes qui se disent contrôlés aux faciès, agressés. Il y en a qui sont emmenés dans des halls de bâtiments et frappés. C'est une réalité qui existe. Enfin, moi, je discute avec des gens qui n'ont aucun intérêt à me mentir à moi ou à mentir à ceux à qui ils parlent. Est-ce qu'il n'y a pas un déni aussi de ce que peut faire la police? Est-ce qu'il y a des policiers dans la police nationale? Il y a énormément de cow-boys. Il y a énormément de bons policiers, ça j'en doute pas, mais il y a énormément de personnes qui se sentent
au-dessus des lois. Et est-ce que c'est pas ton rôle à toi aussi de dénoncer ces policiers-là plutôt que de participer à ceux qui mettent de l'huile sur le feu via ton compte Twitter? Parce que moi je te suis sur Twitter, je vois beaucoup de tes tweets et c'est vrai que nombreux de tes tweets... Il serait quand même un peu malhonnête de dire que je suis un policier qui met de l'huile sur le feu. Je dis pas que c'est ce que tu fais uniquement que ça, mais comme par exemple quand je te lisais ton tweet tout à l'heure sur la mort de Naël, il y a des tweets que tu fais quand même qui prêtent à confusion. On se dit, ah ouais, quand même, le gars... On peut comprendre ceux qu'on perd, genre, du coup, Naël ou un proche, ou ceux qui étaient proches de lui à Nanterre, où justement, ils viennent de le perdre, et ces tweets-là, même si c'est pas dans un sens de vouloir attirer la violence ou quoi, eux, ils vont lire ça, ils vont se dire, mais non, en fait, nous, notre ami vient de mourir. Mais même pas un proche. C'est pas les tweets de Bruno Attal non plus, ça. Oui, non, c'est sûr, non, sûr. Ça va. Ça va pas jusque-là. Je vais rebondir là-dessus très rapidement. Et je veux qu'il réponde vraiment à cette question-là. Je complète ta question, t'inquiète pas. C'est ce que Malik a fait tout à l'heure, après il n'a pas répondu à ma question. J'ai complété ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'abus de pouvoir, surtout dans nos banlieues, où avant un problème de racisme, il y a surtout un problème de classe sociale, où qu'on soit noir, arabe ou blanc, dans le 16e, on n'a pas de problème, alors qu'en cité, on a très souvent les problèmes des policiers qui mettent des amendes pour rien. Moi, j'en connais plein, qui prennent justement dans les halls d'immeubles, etc. En général, surtout la BAC de quartier, elle est connue pour être beaucoup plus violente et beaucoup moins aimable que la police qu'on voit de manière générale dans les quartiers qui viennent prendre notre petite plainte tout gentil, etc. Et tu parles de la BAC, il y a pire que la BAC encore, il y a les Batman, ceux qu'on appelle les Batman qui eux sont encore... c'est encore autre chose. La BAC D. C'est eux qui sont encore plus dangereux. Voilà. Souvent c'est dans nos quartiers qui sont pas sympas. C'est pas normal que quand on voit une voiture de Batman passer, on ait le cœur qui palpite. On n'est pas censé avoir peur en fait. C'est pas normal. On vous laisse répondre. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait pas arrivé dans le 16e. Il y a beaucoup de choses, on vous laisse répondre. Mais ça revient toujours au même, tu sais, même interrogation. Effectivement, moi je pars du principe que quand un policier vous parle, donc il doit vous parler de manière respectueuse. Mais après, tu sais, le policier, c'est aussi le miroir aussi de la personne. C'est que si effectivement tu as quelqu'un qui est excité, qui t'insulte dès le départ et tout comme ça, donc tu vois, il y a déjà une forme de défiance. Donc du coup, peut-être que je pense aussi... qui va essayer de se mettre entre guillemets à son niveau pour faire comprendre que ben non, tu m'insultes pas parce que même si tu vas m'insulter, ben c'est toi qui as fait les ripostes. Mais je vais peut-être un peu plus large, là, je vais faire le sociologue. J'ai envie de dire que ceux qui sont dans les quartiers, moi je suis sur les quartiers, c'est pas de leur faute en fait. C'est pas de leur faute s'ils étaient dans le quartier, s'ils ont été parqués dans ces quartiers-là, si ces quartiers sont devenus des ghettos. Ok, c'est des ghettos, c'est la classe sociale, comme tu l'as dit, c'est un problème social. Mais pour autant, tu sais que ces quartiers quand même sont souvent assujettis au trafic de drogue, à la criminalité, à diverses choses de délinquance, des bagarres, etc. Et le souci, c'est que ceux qui se plaignent, certains jeunes qui se plaignent de la présence des policiers, mais n'oubliez pas que ce sont vos mères et vos pères qui nous appellent. On se plaint pas de la présence des policiers. J'arrive. Non, mais la présence, quand je dis présence, quand je dis présence, c'est aussi l'action, parce que c'est simple. Je vais prendre un exemple. Quand tu vas, par exemple, des gamins qui font le rodéo, on sait très bien qu'ils vont sortir les compètes, il fait beau et tout ça, etc. Tu as quand même des personnes qui, des fois, à 2-3 heures du matin, ils entendent les compètes, qui ont du mal à dormir et qui doivent bosser. Ils doivent bosser. Ou bien, là, en ce moment, on est dans la mode des mortiers. On a un mode des mortiers. Tu sais qu'il y a malheureusement certains jeunes qui vont juste simplement faire des guet-apens. Moi, j'étais victime des guet-apens. Je peux te dire que quand je suis arrivé une fois dans une des cités de la Courneuve, j'ai été accueilli avec, s'il te plaît, il y a un frigo qui est tombé sur nous. Il y a un frigo qui est tombé sur nous parce qu'on venait de taper le point de deal. Et le souci, c'est que après, non mais... mais là, c'est vraiment des abus de pouvoir qu'on parle. Parce que ça aussi, c'est... Parce qu'on contourne un peu le... Non, Abdoulaye Kanté, parce qu'après, il faut pas non plus... Non, Abdoulaye Kanté, encore heureux, et heureusement que la police est là. Non, on parle pas de ça. Heureusement que vous êtes là pour intervenir, heureusement que quand on vous appelle, vous êtes là. Parce qu'on a tous peut-être une fois au moins dans nos vies appelé la police, et quand elle est là, on est content. Là, nous parlons pas de ça, nous parlons des abus. Alors les abus, parlons des quand il y a des abus, moi j'ai toujours dit, c'est de ceux-là dont on parle. Quand il s'agit des abus, je vais me répéter, je vais être très clair, j'ai dit toujours que le citoyen a des droits quand il constate des abus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y avait des années où la parole d'un policier valait plus que celle d'un citoyen. Non, parce qu'aujourd'hui, regarde bien. Quand je me suis pris 3 points en moins et une amende de stationnement très dangereux, alors que j'étais stationné à ma place et qu'il y a juste un baqueux qui était pas content ce soir-là, qui est passé à côté de ma voiture,
voiture. Pour une amende c'est à pas 3 normal. points, ça m'étonnerait que pour un stationnement. Amende à 3 points, stationnement dangereux. Ça s'appelle stationnement dangereux, oui. c'est au-dessus de tout. Je vous apprends un stationnement peut-être, dangereux, c'est que tu es peut-être dans un endroit qui. Non, j'étais à ma place de stationnement que je paye. Ouais. C'est juste un baqueux qui est passé et qui s'est dit bah tiens, je vais l'emmerder, c'est tout. Après, je connais j'aimerais bien beaucoup de voir- gens qui se prennent plus de 1000 € d'amende pour rien parce que Pour rien, ils pourquoi sont là au mauvais moment ou alors ils sont pas forcément là, ils ont leur prénom dans une liste de fichiers et ils s'amusent à mettre des amendes comme ça. Il Ça n'y existe. a pas de liste de Ça fichiers. existe. Il n'y a pas de liste de fichiers. Désolée, Ils ont mais- des listes. On m'a Non, déjà non. pris ma J'ai carte l'impression d'identité en qu'on photo détourne, juste pour que je sois qu'on dans une détourne liste. plus la question qu'autre chose parce que oui, enfin, on est très content d'avoir la police, on respecte l'uniforme, c'est pas le problème. Mais moi, je les ai déjà appelés et je respecte leur métier, c'est pas le problème. Mais on parle d'une question de en banlieue où il y a des abus de pouvoir, où ils sont souvent ciblés. Ciblé, c'est-à-dire C'est quand même ceux qui sont le plus souvent. On entend les bavures, ou on entend que les plus ciblés. Enfin, là, on Ça vous existe demande ou pas justement. ça déjà, Abdoulaye Kanté, ça existe ou pas les policiers qui vont en banlieue juste pour faire les cow-boys, ça existe ou ça Non, existe non, il y en Ça a. existe pas. Non, j'ai pas dit que ça n'existe pas. Il y en a, mais pas non plus à hauteur de ce que l'on veut croire. C'est ça qui. C'est quoi à hauteur de ce que l'on veut croire on Pourquoi croit la que, par plupart des exemple- baqueux nous parlent mal en Mais- cité alors qu'on leur parle pas forcément mal? Je peux comprendre Est-ce- qu'ils aient eu des mauvaises expériences. Est-ce mais que pourquoi ils parlent est-ce mal que tous les baqueux parlent mal aux jeunes? La plupart des baqueux avec qui Tu peux j'ai quantifier parlé m'ont très mal parlé et ont tout de suite été Donc, violents toi- avec moi. donc- Je suis dans ma voiture. donc, je non, suis mais posé, tu parles- un baqueux il passe, Mais tu je fais, parles de casse-toi. toi. Non, mais je sais, mais tu parles de toi. Ça, évidemment, je le déplore. Mais il de a moi, pas à mais faire ça. je fais rien moi. Non, mais je sais, tu parles de toi. Je sais qu'évidemment, je le déplore. Mais après, effectivement, qu'est-ce que tu as fait justement pour identifier ces baqueux? Est-ce que tu t'es pas dit, tiens, il m'a mal parlé, il m'a insulté, ou bien il a fait, comme tu dis, abus de pouvoir? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris sa plaque? Tu as pris son numéro Rio? Mais ça va jamais loin, ça. Non, non, non. Ah, il faut arrêter avec ça. C'est Parce pas qu'on vrai. les connaît, les C'est pas- choses. Mais vous connaissez. Mais c'est. Ah oui? Mais ces Ben, on moyens-là, prend- on n'en parle pas quand on parle, par exemple, sur, Est-ce- sur les plateaux de télé. On dit, bon, ok, il y a des violences, on n'explique jamais aux jeunes leur droit d'aller dire, ok, il faut relever la plaque. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. J'ai 20 ans, on m'a jamais dit, si t'es victime d'une bavure, tu dois faire ça, 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 Est-ce que ça tu as et vu ça. Est-ce que tu as vu les dispositifs qui étaient mis en place quand tu es victime de ça? Non. Tu les ils sont connais? où Mais non, justement, c'est ce que je veux Bah, dire, ils on n'en parle pas. sont partout. Bah, regarde. Mais ils sont Abdoulaye partout Kanté, où je prolonge la J'arrive, question j'arrive, de regarde, je regarde. prolonge la question de débat J'arrive. justement. Est-ce que Regarde, là, attends, je vais te là on montrer retombe sur l'IGPN là d'une Mais non, certaine y a façon. pas. Attends, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Regarde, tu vois. Donc, tu sais, maintenant on est à l'heure du numérique et tout. Tu sais que maintenant il y a ce qu'on appelle une plateforme IGPN. Maintenant, c'est là que tu n'as même plus à te déplacer. Mais c'est bien de ça dont je Mais parlais. justement, on la J'arrive. connaît pas, cette plateforme. Elle est là, regarde. Bah, Tu mais vois, regarde. elle est là. Je montre. Je sais pas s'il y a une caméra. Donc voilà. Elle est là, en fait. Donc, tu peux mettre ton nom, prénom. Elle est tout là, ça. C'est elle est pas là, ce la que je caméra, vous dis. la caméra, elle est C'est-à-dire que ça existe. C'est pas ce que je dis, c'est que Mais ça existe, mais on n'en pourquoi entend pas parler. C'est-à-dire, on n'a pas présenté oui, à chaque fois là, je les te rejoins. personnes des syndicats qui vont dire Ah ok, non, si mais jamais alors- vous êtes victime de ça. alors, Moi, dans les c'est pas au écoles, syndicat de il y a des communiquer ça. flics, il y a des policiers qui sont déjà venus parler de leur Moi, métier. j'y vais. Ils n'ont jamais. Moi, j'y vais. Ils n'ont jamais parlé de ces plateformes-là. Moi aussi, je veux bien en entendre, c'est-à-dire que je veux Mais est-ce bien qu'on les leur a défendre. posé la question? Mais ils peuvent les présenter parce qu'on les connaît pas. Moi, je vais dire, tu sais comment on fait à quelqu'un, un jeune, comment on fait si jamais t'es victime? Il va dire non. Enfin, on sait même pas que ça existe. C'est qui ces Par policiers, exemple, par exemple? Par C'est les pas, exemples. c'est- Moi, je sais pas, c'était des policiers du 13e. Malik. Du commissariat du Oui, 13e. mais Malik. Abdoulaye Kanté justement cette Après, plateforme, il y a d'autres- il y a pas que ça, hein. cette Il y a plateforme, d'autres moi je la connais effectivement. Il y a d'autres trucs. Hein. Imaginons que je rentre effectivement un certain nombre d'informations dans cette plateforme, elle redescend tout de suite au niveau de l'IGPN, on est bien d'accord. Oui, qui est. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute logique, en tout sérieux, c'est tout à fait normal de savoir que l'IGPN est maître, juge et partie en même temps? Elle est pas juge, non. Non, mais je caricature. Mais est-ce que c'est normal que l'IGPN ne soit pas, comment dire ça, une institution indépendante, par exemple? Ce serait pas bien dans ce cas-là? C'était la question qui était posée justement sur un politique qui disait que oui, voilà, il fallait sortir l'IGPN ou supprimer l'IGPN et mettre un organe indépendant. Mais je pense qu'en matière de transparence, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui connaissent aussi le métier. Mais il ne faut pas que non plus ça soit commandé aussi. Mais par ailleurs, ça se fait, cela dit. On va en Angleterre, je crois, en Angleterre. Oui. Mais c'est commandé. Mais regarde, on a pris l'exemple de l'Angleterre. Les gens s'en rendent pas compte. Mais attendez, qui commande l'IGPN? Ministère de l'Intérieur, toujours? Même pas. C'est un procureur. C'est un magistrat, en fait. C'est un magistrat qui, depuis l'affaire des Gilets jaunes, etc., maintenant, c'était un policier qui était à la tête de l'IGPN. Maintenant, c'est une magistrate. C'est une magistrate qui gère l'IGPN. Et l'enquête, il faut savoir que quand l'IGPN est saisi, il faut savoir que le policier, il a la double peine, en fait, okay, par rapport aux citoyens lambda. Nous, en fait, quand on est sanctionné, ou bien si on commet une faute, il y a tout de suite une enquête qui est diligentée par le procureur de la République, donc la justice, mais aussi il va quand même demander une enquête administrative. C'est-à-dire l'IGPN. En fait, si tu veux, on est un peu le sous-traitant du procureur de la République. Donc en fait, c'est la double peine. C'est que non seulement tu peux à la fois être sanctionné par l'IGPN, mais aussi
au pénal. Mais si c'est aussi gênant que ça, pourquoi justement ne pas rendre ça indépendant complètement pour ne pas avoir cette double peine de façon officielle et être jugé directement par la magistrate en question, par exemple, avec toute une équipe justement qui n'est pas forcément issue de policiers qui sont en fonction en plus. Alors je vais caricaturer. Qui commande en fait l'action des médecins ? C'est l'ordre des médecins. Qui commande l'action des avocats ? Non, mais on n'est pas dans les mêmes, pas dans les mêmes domaines. Attends, mais dans ce cas-là, est-ce que toi, on n'est pas dans les mêmes domaines. Est-ce que toi, il n'empêche qu'il y a des problèmes aussi. Non, mais on aurait reçu un médecin aussi ou un avocat, on aurait relevé un certain nombre de je reviens à moi, c'est que est-ce que tu crois ? Non, mais on aurait relevé des dysfonctionnements malgré tout. Voilà, donc moi je suis là aussi pour dire les dysfonctionnements. Moi je dis ça même pour les policiers quelque part. Parce que qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend souvent ? On entend souvent. L'un après l'autre, messieurs. On entend souvent, Abdoulaye Kanté, si tu permets, on entend souvent que de toute façon ça n'ira nulle part. C'est ce qu'on entend souvent. Moi, je me fais le relais de ce que je peux entendre ici ou là. C'est ce qu'on entend tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je dis, est-ce que finalement, ça rentre dans l'avantage même des policiers d'être supervisés quand il y a des bavures ou ce genre ce type d'éléments ? Est-ce que c'est une bonne chose finalement d'être contrôlé et sanctionné ou pas par l'IGPN ? Je peux t'assurer vraiment, Malika. Vraiment, je te le dis avec toute sincérité, les gens qui me connaissent savent vraiment que je suis pas dans le déni ou des trucs comme ça par rapport à mon fonction. Je connais les réalités, je connais les dysfonctionnements et je peux reconnaître aussi ce qui les avancées. On est l'une des administrations les plus contrôlées de toutes les administrations françaises. On est l'un des administrations qui s'est dotée la première d'un code de déontologie. Mais au-delà de ça, tu regardes que depuis qu'il y a eu les Gilets jaunes et tout, il y a 5 ans, on ne connaissait pas le fonctionnement de l'IGPN. On ne connaissait pas. Il y a 5 ans, tous les ans, l'IGPN rend son rapport annuel. L'IGPN, c'est pas non plus uniquement que quand vous plaignez d'une affaire par rapport à des policiers, ben voilà, vous allez la saisir. L'IGPN, c'est quoi ? C'est aussi une institution qui va faire des audits. Pendant que je te parle, tu as l'IGPN comme ça qui peut venir comme ça faire un audit dans ton commissariat pour voir si réellement, les procédures sont respectées, voir si le cahier des gardes à vue est bien tenu. Comme toute entreprise bien tenue. Voilà, ou bien... Donc rien d'extraordinaire en l'occurrence. Ah mais attends, non mais les gens pensaient que le commissariat c'était le Wai. Il y en a qui pensaient que le commissariat, mais laisse tomber, ils font ce qu'ils veulent. Même pour te dire, dans les placards, l'IGPN débarque, il regarde si dans les placards, écoute, t'as pas bouteille d'alcool et tout ça, etc. Mais c'est la base, ça. Je suis désolé. Non, mais après, il faut pas minimiser. Même ici où nous sommes audités aussi, c'est partout pareil. C'est la base. Non, mais les gens pensaient que dans la police, c'était pas le cas. Certains disaient que la police, on faisait ce qu'on voulait, etc. Là, c'est pour te montrer qu'il y a vraiment des choses. On a fait preuve de transparence. Et je vais faire très vite, tu sais, par rapport aussi aux caméras piétons. Alors. Là où il y a eu vraiment de la déconnade par rapport à l'administration, c'est que malheureusement, donc tu sais, quand on achète du matériel, malheureusement c'est du matériel à rabais, donc du Made in China, donc avec tout le respect que j'ai pour eux, mais malheureusement c'est pas des choses qui fonctionnent. Mais le problème c'est que quand ça fonctionne pas, ça vous cause problème, par exemple sur des interpellations où par exemple tu as un individu qui a la gueule enfarinée et que celui-là te dit écoutez, voilà, lors d'un contrôle, voilà, les policiers m'ont frappé et que on dit ah bon, comment ça et tout, non, avant c'était la parole du flic qui était plus importante. Mais aujourd'hui, tu as les caméras piétons qui ont été déployées, plus de 55 000 caméras depuis juillet 2021 qui ont été déployées sur l'ensemble des policiers. Et ça continue encore, avec une plus grande autonomie. Avec, s'il y a le moins de soucis, ces caméras, on n'a même pas accès aux vidéos. Tu sais qu'il y a accès aux vidéos, c'est directement à la justice. Parce que s'il y a un problème, par exemple, si tu contrôles un individu et cet individu te dit ouais, on m'a contrôlé, ils m'ont mal parlé, ils m'ont insulté. Ah ouais, ah d'accord, ok, on va voir les vidéos. Et tu interroges le policier, il dit alors, t'as activé ta caméra ? Écoutez, non. Ça a été le cas lors de la mort de Naël ? Les policiers, les motards en France n'ont pas de caméra, vidéo. C'est ça en fait. Et là aujourd'hui, pour finir, il y a une réflexion qui est faite justement. Il y a une réflexion qui est faite pour équiper tous les motards maintenant de caméras parce que effectivement, oui, je pense que s'il y avait une caméra, on va dire vidéo sur les motards, peut-être qu'on aurait un peu plus d'éléments sur la vérité, tout ça, etc. D'ailleurs, sur cette affaire, selon l'IGPN, les policiers en cause dans la mort de Naël n'ont pas crié « Je vais te mettre une balle dans la tête et shoot-le », mais plutôt « Coupe les mains, coupe et les mains derrière la tête », sans cautionner les émeutes, bien évidemment. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce genre de déclaration, alors que tout le monde a vu et entendu la même chose, et ce qui est fort en plus dans ce que l'IGPN dit, c'est que tout le monde a entendu et vu la même chose. Le fait qu'ils nous disent qu'on ait entendu et vu autre chose, et le fait qu'ils nous disent qu'on a entendu coupe les mains derrière la tête,
à force de se mettre ça dans la tête, on va finir même nous par entendre coupe les mains derrière la C'est tête. peut-être comme la robe bleue et dorée, non? Non, en fait, même en même Est-ce que temps. ça m'est pas. Est-ce que je finis et je veux juste que vous répondiez vraiment à ça. Alors si tu veux, c'est ça qui est toujours problématique, c'est que tu sais, quand il y a une instruction en cours, il y a toujours ce qu'on appelle des fuites dans les dossiers. Et en fait, encore une fois, l'enquête est toujours en cours. C'est-à-dire que l'IGPN, lors de ses constatations, a constaté lors d'écoute comment dire, des audios en fait à ce moment-là, mais il faut savoir que les audios sont encore en cours d'expertise et en dehors de la police avec une cellule gendarmique en fait. Et le problème c'est que je pense qu'on est toujours encore dans le coup de l'émotion et tout de suite dès qu'il y a on va dire une bribe de l'affaire qui sort, or qu'il y a toujours une instruction en cours, ça va remettre on va dire de l'huile sur le feu. Donc il y a des enquêteurs qui eux entendent quelque chose, donc parce qu'ils ont réécouté les bandes et tout ça, etc. Mais pour autant, il y a des services spécialisés en audition. Je pense que vous êtes dans le milieu de la radio, donc il y a des process qui font qu'on va mettre des logiciels pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a été dit exactement. Et c'est là, après, qu'on en ressort la vérité. Moi, après, il est toujours difficile, en fait, de pouvoir parler d'une action qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Et même si, évidemment, certains vont peut-être penser que c'est une évidence, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a d'autres paramètres aussi qu'on n'a pas. Non, mais c'est parce qu'il y a mort d'homme, c'est surtout évidemment, ça. c'est l'émotion. Tout le monde, mais tu sais quoi, regarde, je vais dire un truc, tu sais, ouais, mais tout le monde l'a vu. Après, c'est pour définir la peine exacte, peut-être que c'est intéressant de voir ça, mais voilà, mais après, on a vu qu'il n'y a rien qui est excusable par rapport à l'action. Il y a des gens qui excusent ça par rapport au fait que ça aurait été un délinquant, le mec. On s'en fout que ça soit un délinquant, il s'est fait tuer. Ça, c'est pas une question. Comme je l'ai expliqué, il y a deux drames en fait. Il y a deux drames. C'est qu'il y a un drame où effectivement il y a eu un mort d'homme, et le drame aussi, c'est que ce policier aussi, effectivement, sa carrière elle est terminée parce que je pense qu'il ne voulait pas faire ça. C'est-à-dire que s'il devait, je sais pas si vous avez vu cette déclaration, c'est que il a demandé pardon à la famille, pardon même à lui. Mais c'est facile de demander pardon. C'est bon, il a 1 million sur une cagnotte, ça va. Ils ont tué un enfant. Mais c'est sur ça que je voudrais revenir, Eva, s'il te plaît, Abdoulaye. 1 million d'euros, c'est le montant qui vient d'atteindre la cagnotte créée par Jean Messia à destination de la famille du policier à l'origine du tir mortel. 1 million d'euros. Une cagnotte qui a suscité énormément de réactions sur les réseaux. Beaucoup s'indignent qu'une telle cagnotte puisse être mise en place. J'en perds mes mots carrément. La plateforme GoFundMe assure que l'initiative n'enfreint pas son règlement. Vous avez vous-même partagé une cagnotte qui a atteint les 57 000 euros. On va faire une petite pause, on va vous laisser et on reprend juste après. Ça n'enfreint pas son règlement. Vous avez vous-même partagé une cagnotte qui a atteint les 57 000 euros. 1 million d'euros de côté de Jean Messia, une autre cagnotte à 57 000 euros partagée par vous-même. Est-ce que c'est pas indécent ? Il faut savoir un truc, c'est que l'histoire de la cagnotte, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup eu... moi, ce que je déplore, c'est l'instrumentalisation qu'il y a derrière, en fait, politique, parce que c'est même pas ça que nous, on voulait. Les policiers, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que simplement, juste subvenir, aider une famille, c'est-à-dire une femme et un gosse, qui, je rappelle, en fait, leur adresse a fuité, parce qu'il y a un ambulancier qui a fait fuiter l'adresse du policier. Et qui a été sanctionné tout de suite derrière. 6 mois de prison ferme. Voilà, mais il faut savoir aussi que direct aussi, c'est son enfant aussi de notre collègue aussi en école primaire a reçu des menaces de mort. Il menaçait d'aller tuer cet enfant à l'école. Là-dessus, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur la raison de ça? À quoi elle va servir la cagnotte pour le coup? Non, mais c'est pour vous. Je dis ça. Mais j'arrive, je vais expliquer. Donc, vous n'avez pas besoin de mon aide, ok. Non, mais je vais expliquer. C'est que cette cagnotte à laquelle pour moi j'ai participé et je suis fier d'avoir participé à celle-là. Je parle de celle qui a été faite par ses collègues de motocyclistes, ok, pour souvenir justement, parce qu'il faut savoir que quand, on va dire souvent quand vous êtes marié ou tout ça, donc souvent vous avez le salaire d'une personne qui n'est plus, donc vous devez subvenir à ses besoins. On sait très bien que notre collègue, ça va être suspendu, là c'est bon, pendant un certain temps, il ne va pas pouvoir toucher son salaire. Même si on dit que, j'ai vu que dans la fonction publique, même si le fonctionnaire est suspendu, il peut percevoir son salaire, mais bon, il percevra le minimum syndical. Donc pour ça, nous effectivement par solidarité, c'est même pas pour ses frais d'avocat, je répète encore une fois, les frais d'avocat, non, ça c'est même pas à nous de le faire, c'est l'État qui s'en occupe. Mais pour subvenir aux besoins d'une famille, d'une femme et d'un gamin qui ont dû fuir leur domicile, là ils ont dû fuir leur domicile parce que sinon ils allaient se faire tuer, donc effectivement il fallait qu'on les aide. Ça peu importe, le collègue il a commis ce qu'il a commis, il en répondra devant la justice, mais pour autant, sa femme et son gosse n'ont rien demandé. Après, quand on parle de l'autre cagnotte, moi j'ai été très clair, pour moi, cette cagnotte-là, j'ai envie de dire chacun donne ce qu'il veut, mais nous, ça ne nous concerne même pas en fait. Et vous avez des politiques qui ont voulu faire leur buzz dessus, moi je le déplore, mais le problème c'est que certains, moi ça me gêne, effectivement, oui, moi ça me gêne, mais pour autant, qu'est-ce que nous on a demandé? On n'a jamais demandé cette cagnotte. On ne l'a jamais demandé. Il y en a certains qui se sont autoproclamés et qui nous sommes pour interdire. Et la cagnotte, je rappelle,
même si, quoi qu'on en dise, elle a été validée. Même moi, ça me gêne, on va dire moralement. Mais est-ce qu'elle doit être interdite ? On tend vers la fin de cette émission. Je vais laisser chacun conclure avec ce qu'il a dit. On tend, le temps nous presse malheureusement. Déjà c'est passé vite. Je vais laisser chacun conclure avec ce qui. Eva va commencer. Ensuite Idriss et Malik. Sur une question que je trouve, deux choses. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, la cagnotte, mais la mère de Naël, personne l'a aidée alors qu'elle vient des quartiers populaires. C'est pas vrai. Oui, mais la cagnotte, elle n'est pas arrivée au temps. Elle a perdu son fils. Vous venez de dire que c'est l'État qui prend en charge les frais d'avocat du policier. Mais chacun, attendez, chacun donne à sa hauteur. Enfin, je sais pas, vous aimez si on devait donner à tout le monde dès qu'il y a un. Parce qu'on peut parler de la haine que reçoivent les policiers. Pour le coup, je déplore, quoi qu'il arrive, je déplore ce qui est arrivé à la femme du policier. Mais on peut parler que depuis la marche blanche, la mère de Naël, elle s'en reçoit plein de la haine. Que ce soit de son fils. Ah oui, bien sûr, parce que comme on l'a vu sourire, parce qu'elle était peut-être contente de voir tous ces gens qui étaient là pour son fils. Je parle pas de policiers, je parle de gens aussi. C'est-à-dire que la haine, elle est des deux côtés. Voilà. Mais il y a quand même une haine sur une mère qui a perdu un enfant. Ensuite, ce que je déplore, c'est pas ce que je déplore. Conclure sur ça, Eva. Je déplore. Attends 2 secondes, je finis 2 secondes. Oui, tu vas conclure sur ce que tu vas dire là, et ensuite on donnera la parole à Je déplore les médias, parce que quand c'est un jeune de banlieue, on en parle énormément. Par contre, quand c'est des fils de politiques ou quoi, par exemple, on peut prendre, il y a de ça un mois, si je ne me trompe pas, le fils aîné d'Éric Zemmour, à l'origine d'un grave accident en état d'ivresse en refus d'obtempérer, a été mis en examen. Mais nous n'en parlons pas. C'est-à-dire que les choix aussi des médias, de comment on présente les choses, je trouve ça extrêmement déplorable. C'est bien de le dire, mais pour le coup, là, lui, il n'a pas la main mise. Non, mais c'était un aparté. Je sais que je vais avoir tous les problèmes sur Twitter, mais là... Non, c'est pas pour quand je dis bonjour, on me dit, est-ce que vous avez un truc à dire on va essayer c'est un aparté. On va vraiment essayer de rester dans le... Parce que ça arrive dans le 16e, c'est tout. Idriss, toi, qu'est-ce que tu veux dire, Abdoulaye Kanté qui est là? Moi, ce que je veux dire... Idriss, ça va. Pardon, tu vas parler. Un peu de lumière à Idriss, il n'en a pas eu assez. Non, je voulais juste rebondir sur le fait que pour moi, c'est avant tout, avant un problème de racisme, c'est avant tout un problème de classe sociale. Ma mère, elle est française, elle est aussi peu respectée par les policiers, etc. Parce qu'elle est en cité, c'est tout, c'est normal. Mais écoute, moi j'ai été en cité, j'y suis à proximité. Laquelle donc, Vous avez jamais eu de problème avec la police? Mais je sais quoi, dans ma vie, je me suis fait contrôler 4 fois dans ma vie. Non, mais on parle pas du contrôle au faciès. C'est 3 fois de plus que moi. Forcément contre le contrôle au faciès. Pour moi, c'est normal qu'on contrôle plus une Clio 3 si dans 4 Clio 3, on voit qu'il y a. Moi non plus, je suis pas contrôlé, mais on reçoit des informations. On parle du traitement. Les gens parlent. Du traitement pendant un contrôle. Moi, si je me fais contrôler, c'est pas grave. Mais si le mec il commence en disant mets-toi sur le côté petit con, ça va me déranger. Mais attends, tu dis, est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier les contrôles qui se passent mal? Ah bah non. Voilà. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que vous avez été contrôlé 3 fois de plus que moi. Ouais, mais pour autant, c'est vrai que... Non, mais après, je peux dire que sur les 4, il y en a un qui s'est pas forcément bien passé. Et justement... Mais c'est que 4. Alors imaginez ce que ça va est-ce que vous êtes allé sur la plateforme de l'IGPN du coup? Non. D'ailleurs, est-ce qu'elle est transparente, cette plateforme? Est-ce qu'on a le nombre de cas bien sûr, et même les rapports, je peux même te les envoyer si tu veux. Avec plaisir. Il y a 5 ans de rapports qui sont transparents. Et justement, je sais pas si je peux conclure ou bien on va continuer encore. Malik aura une question, après on te laisse conclure directement. Moi, c'est une question simple. Comment expliquer que les gendarmes sont mieux vus, sont bien vus comparativement aux policiers? Comment est-ce qu'on explique ça? Vite, rapidement, c'est que les gendarmes, en fait, je respecte, ce sont nos camarades et tout, et on a à peu près les mêmes missions, mais ils sont dans la ruralité. Donc quand tu es dans la ruralité, forcément, tu n'as pas forcément toutes les missions. Donc souvent, tu as souvent affaire à des personnes qui, c'est pas la même population, donc du coup, ils ont l'aspect militaire, donc ils ont plus de temps. Et nous, on est, si tu veux, dans les villes. Et quand tu es dans les villes, tu as plus de missions. Eux, ils ont plus de moyens. Nous, on en a moins, mais on le fait plus. Ils sont pas mieux formés, non? C'est une autre formation. C'est une formation militaire, mais ils ont plus de temps. Nous, en fait, quand tu vois, ils ont plus de moyens, mais ils ont plus le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Or que nous, on fait du job, hein, mais le problème c'est qu'on a moins de temps et on a plus de missions. Et ils sont mieux formés aussi. Malik, ça dépend. Malik et la formation. Et pourtant je respecte. Là il va créer une guerre police-gendarmerie, mais c'est pas les mêmes process, mais voilà, on se respecte. On vous laisse conclure. Alors non, mais bon, c'est en tout cas, mais pour moi ça a été, j'ai pas vu l'heure passer, hein, c'est passé très vite. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'invitation, mais pour autant, voilà, moi je voulais quand même finir sur une note positive parce que moi mon but encore une fois c'est de pouvoir essayer d'aller quand même discuter avec des personnes qui ont légitimement des interrogations sur le métier de policier. Et quand je vais dans les quartiers, je vais pas, moi
je vais vraiment... J'étais parti à Marseille, à la Cité de la Paternelle. Je suis parti dans certaines... Vraiment dans l'Oise ou bien même du côté de Bordeaux, dans certains quartiers où il y a des problématiques. Et justement, c'est vrai que du fait que, effectivement, je suis connu et que tout de suite, on veut me taquer à la gorge, mais je sais qu'à la fin... Dès qu'on termine des fois ces rencontres et tout ça avec les gamins, je sais très bien que derrière, au final, j'essaie de casser les idées reçues. Je ne leur demande pas d'adhérer au message police, mais j'essaie de leur expliquer nos actions pour être mieux compris. Et ça, par contre, je milite encore une fois. Et je sais que je rencontre aussi des personnes qui, aujourd'hui, en plus qu'aujourd'hui, se disent tiens, comment on va faire ? Voilà, le dialogue police-population est une nécessité parce qu'effectivement, il faut de la répression, mais le dialogue est la meilleure des armes. Malik, il a une dernière question parce que Malik, ça me vient justement. Et on conclut vraiment sur ça. Oui, franchement. Il y a le directeur derrière, il va me tirer les oreilles. Est-ce que Abdoulaye Kanté laisserait son enfant devenir policier ? Ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je suis quelqu'un qui, on va dire, du côté... alors, j'ai des filles, hein. Donc tu vois. Oui, mais il y a des filles à la police, cela dit. Ah oui, effectivement. Donc du coup, je laisserai suivre son instinct. Et pour être honnête avec toi, et moi je suis quelqu'un, tu sais, ma fille, elle est fière du métier de son père. Hein. Tu sais que souvent que nos enfants en fait se cachent, ne disent pas le métier de leurs parents parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Ma fille, je vais dire un truc très rapidement. Elle a failli me mettre dans la sauce parce que il y avait la kermesse récemment. Et il y a une copine qui lui dit tiens, il y a ton père et tout. Enfin, il y a ton père. Oui, mon père, t'inquiète pas, il peut te donner des infos sur ce qui s'est passé à Nanterre. Ah ouais. Donc ça le dépasse un peu voilà, tout ça. Donc après, mais par contre voilà, mais après si tu veux, c'est le but après, c'est que je pense qu'effectivement il y a des incompréhensions entre la population et la police, mais je pense qu'aussi qu'il est évidemment aussi nécessaire de pouvoir expliquer et je milite pour ça et franchement je vais me battre encore une fois. Donc c'est le Abdoulaye Kanté qu'on voit sur Twitter, c'est quelqu'un qui est engagé, qui se prend beaucoup de sauce et tout dessus, mais pour autant voilà, je suis quelqu'un qui croit, même si c'est difficile, et je ne laisserai pas passer certaines choses, mais pour autant je suis fier de mon métier et je peux te dire que je reçois d'énormes messages de soutien de personnes qui sont peut-être issues aussi de l'immigration qui veulent peut-être grâce à moi, avec beaucoup d'humilité, faire ce métier. Et je dis que vous pouvez changer les choses. Merci en tout cas Abdoulaye Kanté d'avoir été notre Merci invité. beaucoup. Je le rappelle, il y a votre livre qui est disponible aux éditions Fayard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre ? Policier enfant de la République. Policier enfant de la République aux éditions Fayard, il est disponible. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs. Et à la saison prochaine, on l'espère. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Ça a été un plaisir de présenter cette émission. Merci au centre Goscinny, au centre Oudiné. Merci à Maryse, à Daniel, à Constance, à Quentin, à Loïc et Brandon pour leur confiance. Merci à tous les chroniqueurs qui sont passés par ce plateau cette saison. Romain, Yasmine, Idriss, Mohamed Amin, Myriam, Lucas, Alborz, merci, un grand merci encore Idriss, tu étais là depuis le début, tu étais là jusqu'à la dernière émission, merci à toi. Passez un bel été, prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve à la rentrée pour encore plus de contenu. Vous pourrez bien évidemment retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur monparisfm.com et l'application on sent la fin de saison là. Désolé, ouais, c'est la fin de saison et l'émotion, disponible sur App Store et Play Store. La peur du flic. Application qu'on vous invite à télécharger. Il n'y a pas de raison si t'as rien à te reprocher. Émission également disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Et juste avant qu'on finisse, j'ai écrit une petite lettre pour Naël que je vais vous lire à l'antenne et on conclura sur ça si vous le voulez bien. Jay, c'est à toi. Cher Naël, Jules Koundé déclarait le soir de ta mort, un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leur chou gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème et si on éteignait un peu la TV pour s'informer. Pour ma part, Naël, pour moi, jeune journaliste qui aurait pu être à ta place car nul n'est à l'abri à cet âge-là de ne pas respecter la loi, au-delà de l'information, je voudrais parler de responsabilisation. Aucun refus de se soumettre à la loi mérite d'être sanctionné par la peine de mort. Je ne reconnais pas ma France et ça depuis longtemps, et j'ai bien peur de plus jamais pouvoir la reconnaître, ni même de pouvoir la regarder un jour dans les yeux, tant elle prend un virage qui est à l'opposé de tout ce que l'on m'a enseigné d'elle à l'école. Une fois qu'on a dit ça, que faire ? Et si on décidait de se responsabiliser, de participer au rayonnement de ce monde, si l'on sortait du mépris dans lequel nous sommes enfoncés, si l'on arrêtait de critiquer le choix de Naël de conduire sans permis, celui de sa mère de l'élever seule, ou encore sa peur face à un policier de 20 ans son aîné ayant une arme pointée sur sa tête. Si l'on allait plus loin que des simples manifestations semestrielles, plus loin que le partage de simples hashtags, plus loin que brûler 2-3 voitures et courser 2-3 flics. Si l'on décidait de s'impliquer, que chaque vie humaine compte, qu'elle soit française, algérienne ou afghane, que ce soit celle d'un policier, de Lola, Samuel Paty, Sarah Halimi ou Naël, si l'on sortait du racisme qui gangrène notre société.
Nous, pour l'instant, on va essayer de faire en sorte que l'auteur des faits soit condamné à la plus lourde peine possible. On va tout faire pour que les flics de ces pays sachent que les mots liberté, égalité et fraternité ont encore un sens, que la phrase état de droit a encore un sens et que la vie de Mohamed, Ryan ou Naël compte autant que celle des fils Zemmour et Morano. En attendant, repose en paix mon pote, conduis les plus beaux bolide, kiffe avec les anges et sois l'étoile qui fait briller ta maman de là-haut. J'ai eu le plaisir et la tristesse immense d'assister à ton enterrement ce samedi. J'ai vu comment la foule était pleine et j'espère qu'elle était du même ordre pour t'accueillir là.